Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir de nous retrouver à nouveau dans le Café des experts économiques, le CEE de Radio M, avec le professeur Morad Goumiri. Morad, bonjour. Et l'expert Farhat Aitali. Farhat Aitali, bonjour. On se retrouve donc un lundi sur deux. L'actualité économique a tendance à enfler, même si ces dernières semaines, cela a été plutôt dominé par l'actualité politique. L'Assemblée nationale n'a pas pu travailler sur le projet de loi de finances pour 2019. On en parlera lorsqu'il sera sur la table de la discussion, parce qu'on n'a pas encore suffisamment traité dans le CEE. Et nous avons choisi aujourd'hui donc de profiter de cette entre guillemets pause pour faire le point des relations entre Alger et Paris. Une tension est apparue ces derniers mois. On peut considérer qu'elle est peut-être partie des mesures protectionnistes algériennes, crise consulaire, crise des visas, crise de la protection sécuritaire des consulats. Le livre de Bajolé qui a rien arrangé aux choses, l'ancien ambassadeur de la France en Algérie, qui a dit qui a poussé des pointes dans les 20 pages qu'il a consacrées à l'Algérie dans ses mémoires, qui ont fait un peu mal à Alger et font réagir le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Tout ça fait qu'il y a un fond de tension entre Alger et Paris, peut-être moins aigu que d'autres crises auparavant. Ma première question, c'est, messieurs, est-ce que vous considérez que cette crise-là peut remettre en cause les intérêts économiques français en Algérie, partant de l'idée que ces intérêts-là ont été plutôt bien traités sous les années Bouteflika? D'abord, je ne considère pas qu'il y a une crise. En termes géopolitiques, le mot crise, c'est une notion extrêmement bien définie, et je ne pense pas que nous soyons actuellement en crise avec la France. Alors maintenant, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui se superposent dans un laps de temps relativement court, ce qui crée des tiraillements ici et là. Tu en as cité quelques-uns, qui sont de différents ordres. Mais au niveau économique, les choses sont claires. Vous avez une balance commerciale avec la France, avec un certain nombre de grandes familles de produits, et vous les mesurez chaque année en disant ça fait tant l'import, tant l'export. Donc quand on regarde ces éléments, on ne peut pas parler de crise. La crise, c'est une rupture, c'est un moment difficile et tragique. Ceci d'une part. Je dirais même mieux, les relations économiques et financières avec la France se sont renforcées considérablement. Considérablement. Bien entendu, les moyens algériens... Sur quelle période ils se sont renforcés? Sur toute la période. Donc on est d'accord pour dire que les années Bouteflika ont plutôt bien servi la coopération algéro-française, on ne va pas dire les intérêts français. Il faut regarder la période Bouteflika en même temps que la courbe des prix du pétrole. Ça le problème. À partir de 2000, n'oublions pas que... comment on faisait à l'époque les relations algéro-françaises? Je me rappelle, quand j'étais au cabinet, les Français travaillaient avec nous avec ce qu'on appelait les lignes de crédit fournisseurs. Et quand on obtenait une ligne de crédit fournisseur, on considérait cela comme quelque chose d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de crédit fournisseur? L'État français, avec la garantie publique, permettait aux Algériens de venir acheter leurs produits en France. Et dire aux Algériens, vous avez une ligne de crédit, c'est-à-dire vous payez après. Et nous étions à l'époque très très heureux d'avoir ces lignes de crédit. Enfin, à l'époque, c'est l'époque du contre-choc pétrolier 86, 93, 94. Même avant. À partir du moment où l'aisance financière est venue, on n'a plus besoin de lignes de crédit fournisseurs. Et en plus, il y a un Premier ministre que tu adores et qui a dit, je ne veux plus entendre parler d'endettement. Et vous ne pouvez plus importer que à partir des LC, etc., ce qui est un drame en termes financiers. Dans la manière d'analyser les relations algéro-françaises, est-ce qu'on ne peut pas quand même considérer que sur les dernières années, il y a eu moins de grands projets engagés, si on enlève l'assemblage automobile, mais on en parlera en bout de chaîne, c'est le cas de le dire, ça s'est calmé. Je vais me permettre quand même de faire une digression historique. Même si on offre,
Tu ne voulais pas remonter à Mathusalem, mais il faut bien arriver à une jeunesse quelconque. Il faudrait remarquer qu'à partir du moment où on a décidé de s'industrialiser durant les années 60-70, on peut remarquer que nous n'avons strictement aucune entreprise française qui ait été impliquée dans la réalisation d'un projet industriel quelconque en Algérie. Mais ça, c'est le choix de Boumediene. C'était le choix de Boumediene. C'était le choix de Boumediene, mais c'était aussi le choix inverse des gouvernants français de l'époque. De Gaulle, Pompidou, Giscard. À partir du départ du général de Gaulle, ça a empiré jusqu'au décès du président Boumediene. Donc, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une discussion sur une coopération économique, comme ils disent maintenant, win-win, gagnant-gagnant, avec une puissance qui avait tout intérêt à ce qu'une ex-colonie nouvellement indépendante puisse prospérer pour éviter ces problèmes, mais qui a tout fait pratiquement durant ces 13 années pour empêcher l'émergence d'une industrie, d'une économie locale autonome. Ceci dit, à partir du décès du président Boumediene, durant les années 80, on s'est laissé piéger. On s'est laissé piéger dans une sorte de dépendance pratiquement réciproque. On croyait que l'Europe du Sud, dont la France dépendait de nos ressources en gaz, et s'est avéré avec le temps qu'ils avaient quand même une vision beaucoup plus éloignée que nous pour l'avenir. Maintenant, nous sommes dépendants de leur marché pour notre gaz. Durant les années 80, nous avons pratiquement arrêté le plan Valide, qu'on avait même considéré comme étant presque une action criminelle. Et le GNL Le GNL, tous les investissements GNL, Arzius, Kikda, ils ont été pratiquement mis sous le boisseau, au prétexte que fournir l'Europe du Sud, et ça c'était une instigation surtout à l'époque du gouvernement français, du gouvernement Mitterrand, fournir l'Europe du Sud en gaz non traité était beaucoup plus économique et plus rentable, surtout à la faveur de la hausse du pétrole à partir de 81, à cause de la guerre Irak-Iran. Donc ils ont spéculé sur notre... Messieurs, attendez, les gazoducs, il n'y a pas de gazoduc qui va de l'Algérie à la France. Les gazoducs vont en Espagne, en Italie, ils ne franchissent pas ni les Pyrénées, ni les Alpes. De toute façon, la France, on l'a fourni en GNL. Non, justement, on se met d'accord. Aujourd'hui, justement, la France nous a piégés sur le marché européen, pas sur son marché à elle. Maintenant, pour ce qui est du GNL... Pourquoi ce serait la France qui nous aurait piégés ? Elle a interdit à l'Algérie d'acheter Laval Gazier, une société de distribution, par exemple, de gaz. Après la déréglementation européenne, on aurait pu acheter en France, en Espagne, en Italie et ailleurs d'un réseau de distribution et placer notre gaz. Aujourd'hui, le fameux GNL français, il y a des centres de regasification à Toulon. Il se propose... J'ai pas encore compris le piège. Non, le piège, il est où ? Parce que quand vous obligez quelqu'un à se retrouver sur un marché captif, pas le vôtre, parce que, mine de rien, l'Europe du Sud, on peut la considérer comme étant incluse dans la stratégie française de l'époque. Nous, il n'était pas question qu'on se redéploie dans cette logique-là sur les marchés asiatiques, qui sont les plus porteurs à l'avenir. Le marché américain, à la limite, il a d'autres débouchés. Mais le Japon, l'Inde et la Chine, la Turquie. Et plus tous les pays émergents qui commençaient déjà à émerger. C'est notre débat. Moi, je ne pars pas du principe que c'est les Français qui nous ont piégés. Il y a l'arbitrage algérien. Il y a eu un débat. Il y avait un ministre de l'époque. Non, ils n'ont pas piégé des honnêtes gens locaux, des pauvres malheureux qui étaient des naïfs qui se sont fait piéger. Non, la partie algérienne que j'estime toujours responsable de tous nos déboires. Aujourd'hui, si on prend la balance commerciale avec la France, nous sommes coincés parce qu'ils nous achètent presque autant qu'on leur achète. Oui, ceci dit, si on avait d'autres débouchés pour nos exportations, on pourrait discuter. On serait moins obligé de les racheter. Mais évidemment. Diversifier, donc. Mais maintenant, si nous lâchent notre gaz liquéfié, et trop tard d'ailleurs, s'ils nous lâchent sur le marché du gaz, s'ils incitent déjà leurs alliés à l'intérieur de l'Union européenne, en l'occurrence l'Italie et l'Espagne, qui n'ont pas des intérêts divergents avec eux, à vouloir renégocier les contrats, nous ne pourrons pas trouver d'autres débouchés pour nos produits en un temps assez court. Nos capacités pour le GNL, pour arrêter justement le chantage
européens sur le gaz. Et aller sur l'Asie. On ne peut pas les améliorer en l'espace d'une année ou de 2 années. Il faut du temps quand même pour les améliorer. Nous avons arrêté le développement. Très bien. Donc, dans le rapport de force, on a bien compris, ça s'est retourné. Avant, c'était plutôt les fournisseurs qui pouvaient être en position de force parce que, on va dire, offre limitée. Depuis la bulle du gaz de schiste et le changement de modèle économique en Europe. C'est pas seulement avec le gaz de schiste. Durant les années 90, l'arrivée de Qatar, la Russie et le déclin de nos... bien. Donc nous sommes en position de faiblesse par rapport à... Avant, c'était les fournisseurs qui étaient plutôt en position de force. Aujourd'hui, ce sont les clients qui sont plutôt en position de force. L'aliénage. Comment... Aujourd'hui, l'Algérie, première question, dans l'actualité de cette semaine, ou ces 15 derniers jours, l'Algérie veut changer de fournisseur pour le blé. Est-ce que vous considérez que c'est un instrument sérieux pour peser dans un bras de fer économique? Je crois que c'est beaucoup plus un effet d'annonce pour ce que la mini-crise, parce que c'est beaucoup plus une crise affective manifestement, une crise, je ne dirais pas politique, une crise politicienne entre gouvernants des deux côtés qu'une crise politique, parce qu'une crise politique c'est entre deux nations qui ont des intérêts divergents, ce qui a toujours été le cas de toute façon avec les différents gouvernements français. Mais là, nous avons des petites crises cycliques qui durent pratiquement depuis les années 80, mais un peu plus gravement depuis les 20 dernières années, où ça peut s'éteindre au bout de 3-4 mois sur une simple petite déclaration, une petite visite d'un ministre français. À un moment donné, j'avais constaté que chaque fois qu'il y avait que ça chauffait entre les deux capitales, immédiatement après, il y avait M. Raffarin à l'époque qui débarquait dans la semaine qui suivait. Monsieur Algérie. Il arrivait à régler certains contentieux, à récupérer certaines factures de certaines entreprises françaises qui étaient litigieuses. Et c'est bon, à chaque fois on nous ressortait même l'histoire de Tibhilin a coïncidé toujours avec l'arrivée de Raffarin. Vous considérez que le blé c'est un élément de pression qu'Alger a sorti pour essayer de peser dans la discussion? C'est plus un effet d'annonce pour nous, parce que le blé russe, il n'est pas mauvais, mais nous n'avons jamais essayé. Maintenant, la filière russe pour les approvisionnements en blé, encore faudrait-il savoir si elle serait capable de tenir la cadence comme la filière française sur les livraisons sur Alger en temps réel, à des prix compétitifs. Ça, je le pense, les prix russes sont compétitifs. Maintenant, il y a la péréquation transport. Ça change tout. Ça vient d'Ukraine, de la mer Noire jusqu'à Alger. Voilà. Ça vient de Russie, ça vient pas d'Ukraine. Non, la mer Noire. La mer Noire, c'est la Russie, parce que ça vient de Crimée. De Crimée, mais si ça vient d'autre côté, c'est encore plus grave. Si ça vient, il faut le tour du monde. C'est une calamité. Donc, je ne pense pas que les Algériens pensent sérieusement à changer intégralement de fournisseur vers la Russie. C'est un petit effet d'annonce parce que les gens qui pensent à se diversifier, ils ne plongent pas avec un partenaire dans une dépendance à 80% de leurs besoins. 80%. On aurait pu avoir 4-5 fournisseurs. Les Russes, on aurait pu les intégrer à 20-30% depuis longtemps. Peut-être que c'est la première année où ils vont être intégrés. À 20-30%. Et en plus, à 20-30%, on peut avoir des problèmes avec le fournisseur majoritaire. Et en plus, ça nous permet d'avoir une concurrence. De mettre en concurrence. Si vous avez un seul fournisseur à 80%, quelle concurrence vous avez? Vous n'avez aucune concurrence. Par contre, si vous avez 4 ou 5 fournisseurs qui chacun place 20% de leur potentialité, vous pouvez les mettre en concurrence pour améliorer. Alors, j'ajouterai une chose pour avoir été président du conseil d'administration de la CNAN. Parmi pour le retour du pavillon national, on avait prévu d'acheter des bateaux spécialement, des céréaliers, spécialement pour le blé. Jusqu'à présent, on ne les a pas. Parce qu'on pensait pouvoir devenir autosuffisant, j'imagine. Non, jusqu'à maintenant. Le seul moyen de devenir autosuffisant, c'est déjà Habsoul Matloua et compagnie. Parce que à 240 kilos de céréales à usage humain par Algérien, y compris celui qui vient de naître, ce n'est pas demain la veille l'autosuffisance. Et qu'on retrouve dans les poubelles. C'est pas possible avec 12 millions de tonnes. C'est-à-dire, messieurs, alors, pour résumer la discussion jusqu'à maintenant, on est en train de dire, à la surface, on est plus ou moins d'accord, c'est pas tout à fait une crise, dit Mourad Goumiri, c'est une mini-crise, dit Farhat Aïtali, mais on est plus ou moins d'accord, on va utiliser le terme de tension, mais c'est à la surface. Si on plonge dans la tendance lourde des relations économiques, vous dites que ça continue, que de ce point de vue-là, il n'y a pas de grands changements. Alors, on a évoqué la question du blé qui peut ou pas changer, on va dire, cette continuité de la relation économique algéro-française. Pour étayer ce que vous dites, la réconciliation spectaculaire de Sonatrach avec Total vient
un peu étayer ce que vous dites, vient consolider le fait que, en fait, ça se passe bien. Sur les dossiers lourds, on a donné de grands marchés à Total, en gré à gré, dans le développement de champs miniers, de champs pétro-gaziers dans le sud algérien, à Ahnet notamment, sans appel d'offres. C'est cette histoire de gré à gré qui pose problème, que ce soit avec Total ou avec quelqu'un d'autre, mais un peu plus avec Total. Ça veut dire que ça a un pendant politique, cette histoire, sans compter qu'on les a encore intégrés dans le vapocraquage. Ça, c'était un vieux projet. Non, mais un vieux projet. Le vapocraquage, j'étais dessus depuis très longtemps. Non, mais un marché, il a une durée. Un marché fait un cahier de charge, fait une soumission, fait une durée de réalisation, une durée au-delà de laquelle il devient caduc. Caduc, des pénalités de retard extrêmement importantes. En 2003, ça c'est votre problème. Nous, on ne fait pas dans le réchauffer. Pour ce qui est des champs gaziers, voilà, Jabli Rabbi, c'est la nafte qui était censée mettre en soumission des blocs. Puisque à ma connaissance, je n'ai pas encore vu de soumission ni de Total ni de quelqu'un d'autre. Donc, on considère que c'est pas de la recherche exploration, c'est du développement de quelque chose qui est déjà trouvé. C'est du développement, donc c'est développement, c'est à plus forte raison. Dans le développement, là, on est en train de parler de ressources existantes, prouvées. Donc avec un risque économique beaucoup moindre. Donc on aurait pu développer tout seul, ou bien à de meilleures conditions en mettant en jeu la concurrence. La concurrence internationale. Alors on est donné à Total. On nous allons, on préfère que je crois quelque part que le discours politique algérien est à consommation interne et l'action économique est à usage externe. Il va falloir mettre au diapason. Il y a un double langage. Avec le double langage, c'est fini quand même. Ce n'est plus le tiers-monde. Un seul journal, une chaîne de télévision, il y a M, Radio M. Que chacun sache ce qu'il fait. Oui. Alors, bon, tout de même. Les mesures de protectionnisme, est-ce que ça n'a pas quand même impacté on a l'impression que l'Union européenne, peut-être pas seulement la France, mais l'Union européenne, c'est à un moment donné a refusé de s'accommoder de ces mesures et on le sent maintenant avec la politique des visas qui n'est pas juste une politique française. Les autres consulats à Alger ne donnent plus les mêmes nombres de visas, les Espagnols, les Italiens, qu'avant. Est-ce que vous considérez que c'est un élément qui peut avoir une incidence aussi sur les relations économiques, la non-circulation des personnes? D'abord, les mesures économiques, qui ont un peu, qui auraient dû avoir un impact sur le déséquilibre de la balance commerciale. C'est bien ça, on les a fait parce que la balance commerciale commençait à prendre des allures de déséquilibre extrêmement importantes. Il faut constater qu'elles n'ont pas eu d'impact. Nous disions dans nos précédentes émissions, que il y a, sauf à bloquer l'appareil de production, il y a des importations pratiquement impossibles à diminuer. D'autre part, l'Algérie n'a pas pris des décisions uniquement pour la France. Elle a fait ça d'une manière à l'ensemble de ses partenaires. Et d'ailleurs, l'ensemble de ses partenaires se sont plaints, y compris les Turcs, qui ne sont pas des partenaires traditionnels de notre pays. C'est les plus lésés. Et dans l'affaire de ces mesurettes, ce sont eux les plus lésés. Ce sont pas. Vous allez bloquer les médicaments de Sanofi. Vous allez le faire. Sanofi a une partie des médicaments qui vont être produits dans un grand complexe inauguré à Alger. Pour l'instant. Qui est ma symbole. Parce que le produit reste maintenant à voir d'où vient la molécule mère. Si c'est pour la mise sous blister. Ils le font déjà. Alors, on va dire, les Français, quand on les écoute, je vais essayer de me faire un peu le porte-parole de leur point de vue, parce que sur ce plateau, je ne peux pas compter sur vous pour le faire. Là, ils disent, nous, accord d'association, on était dans une démarche pour faire du co-investissement, pour délocaliser, eux, chez eux, ils ne vont pas dire délocaliser, ils vont plus parler de colocalisation. Et puis, il y a le 51-49, c'est difficile d'investir en Algérie dans ce cadre-là. Avant, on avait beaucoup investi, secteur bancaire, les banques sont étrangères, les principales sont d'abord françaises.
Et puis, dans l'industrie, c'est pas possible de faire de grands projets. Renault a investi dans un modèle qui garantit ses intérêts à Tanger. Il n'investit pas de la même manière avec le 51-49 à Oran. Est-ce que on peut considérer quelque part, quand on entend les responsables du MEDEF, quand on entend une partie de la classe politique française qui dit c'est les Algériens qui ont fermé la porte, est-ce qu'on peut pas considérer quand même que les torts sont partagés? Si le niveau de la, on va dire, le niveau de la coopération n'est pas plus ambitieux. Quand on dit les torts sont partagés, si vous parlez du gouvernement algérien, particulièrement du gouvernement actuel et celui de 2009, oui, les torts sont partagés. Mais si vous parlez de l'Algérie en tant que nation, les torts ne sont pas partagés. Si mes souvenirs sont bons, à la LFC 2009, avec le 51-49, la seule représentation diplomatique et la seule organisation patronale au monde qui avait applaudi le 51-49, c'est les Français. Les Français. Ils savaient pertinemment que ça déboucherait sur ce résultat et que 10 ans plus tard, ils s'en serviraient pour dire oui, c'est à cause de ça. Alors on n'applaudit pas une catastrophe quand elle vient d'être lancée, parce qu'ils savaient que le reste du monde ne viendrait pas investir avec cette logique, dont eux aussi, mais eux ne voulaient pas investir. Il n'a jamais été question d'investir. Cette histoire de Renault, qui pratiquement produit des véhicules dans le voisinage, à hauteur pratiquement de 500 000 véhicules an. Il est produit à partir d'emboutissage. Et qui se fait pratiquement désirer, j'irais jusqu'à dire draguer pendant 4 ans pour implanter un poulailler Fouet-Lilet, c'est dans le 51-49 justement. Avec le FNI qui vient d'avaler pratiquement son capital social avec Jay-Z, qui se retrouve à 17%, mais à la SNVI, dans une boîte où il ne contrôle strictement rien. Même pas les housses, donc vous n'allez pas me dire bon la faute incombe à la partie locale, c'est tout à fait normal. Moi quand j'ai une catastrophe chez moi, j'en veux à mon frère. Mais ceci dit, vous n'allez pas me dire que les Français sont tout clean dans cette histoire-là. D'ailleurs c'était tellement beau le projet Tawara que Peugeot s'est pointé pour réclamer les mêmes conditions, hors TVA. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller chez quelqu'un avec l'idée de prendre le maximum comme tous les autres. Je sais pas, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que moi j'entends aussi les responsables économiques français quand ils passent à Alger, ça nous arrive en tant que journaliste économique de les rencontrer, ils se plaignent toujours du 51-49. Ils se plaignent du 51-49. Ça fait longtemps à l'époque. Ils se sont plaints. Et là, aujourd'hui, ils se plaignent. S'il y a bien quelqu'un qui s'en est bien sorti avec le 51-49, c'est l'industrie française en Algérie. Oui, ça on peut le dire parce que... Quand vous arrivez à placer jusqu'à 8-9 milliards de dollars de produits en tout genre que le pays cible aurait pu produire avec vous ou sans vous, grâce au 51-49, vous vous dites qu'au lieu de faire de la colocalisation, c'est beaucoup plus important de faire travailler ses enfants en exportant chez ces gens-là qui trouvent tout seuls le moyen de s'enfoncer. Et vous excluez les autres. Tous les autres pays en même temps. On a la même occasion. 51-49 protège les intérêts français et exclut les autres. J'ajouterai une chose, puisque tu dis que moi aussi je fréquente la chambre algéro-française du commerce et de l'industrie. On vient de changer de son patron, qui était pour moi quelqu'un de très négatif. Jean-Marie Pinel. Voilà. Hier, je crois, ou l'avant-hier. Donc, moi je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu la Chambre, les gens les entreprises françaises qui sont Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils auraient pu dire on prend nos affaires, on s'en va. Hein, si vous continuez, vous persistez à faire ça. Ils font de très bonnes affaires. Hein. Le bénéfice est prélevé sur les factures des intrants. Et oui. On a bien eu des procès à la Cour d'Alger sur pour les médicaments. Absolument. Et ben maintenant, si on devait jeter un coup d'œil dans tous les projets à 51-49, c'est la facture d'achat des intrants à partir du pays d'origine qui représente l'essentiel des fameux bénéfices qui devaient être réinvestis ici. C'est des prix de transfert gonflés. Voilà. Alors, donc, ceci d'une part. D'autre part... Mais il n'y a pas que les Français qui le font. Hein. Les Français s'entendent bien. Ouais, je n'ai pas dit que les Français mais tout le monde, à partir du moment où il y a cette combine, tout le monde vient manger sa part. Hein. Mais à 9 milliards d'euros, on est dans le business, on n'est pas dans $1 milliard. On n'est pas. C'est pour ça que j'ai dit, il faut revenir aux fondamentaux et regarder les grandes tendances par produit des importations et des exportations. Vous avez un seul produit qui s'appelle l'énergie, hein, et eux, ils ont toute une masse. Alors, vous continuez à par grande famille de produits qui, bon. J'ajoute que chaque fois qu'en Algérie, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, il y a des projets qui vont tenter de diminuer ce qu'on appelle les projets pour la substitution des importations, comme par hasard, ces projets n'arrivent pas à sortir de terre.
dans les différents produits, les grandes familles de produits. Moi, j'étais un peu dans la pharmacie, donc j'ai connu cela. Dans la mécanique, j'ai fait aussi de la Sonacom un peu pendant quelques années. Chaque fois que l'Algérie a essayé... ce sont... Oui, d'accord. C'est encore les Français, quoi. Non, je ne parle pas des Français en tant que tels. Au contraire, on peut faire un partenariat. Algériens, des importateurs algériens on peut faire un partenariat à ce que ça ne produise pas en Algérie. Mais vous savez, il faut bien me comprendre. On n'est pas en train de faire... Nous ne sommes pas dans un tribunal en train de faire la Cour des Français. Non, c'est nous. C'est notre comportement qui fait que les gens s'adressent à nous de cette manière. Les gens s'accommodent. Alors, il y a un argument. Je vais vous demander de réagir à ça. Ce n'est pas les Français. Quand vous avez des pays qui ont des industriels et des industries qui viennent se pointer même avec le 51-49. Il n'y en a pas eu beaucoup. S'il y en a eu dans le domaine automobile, Toyota, Clarasso, il s'installe à 51-49 pour produire des voitures, pas pour faire des combines. Et il a été mis de côté, pendant que justement Renault appelle son petit frère Peugeot pour faire exactement la même chose. Donc, quelque part, on ne peut pas dire que les Français sont totalement absents de cette déstructuration d'économie algérienne. Ils n'en sont pas les premiers responsables, ni les uniques responsables. Mais je dirais qu'on aura des relations équilibrées quand il y aura une France moins mercantile et un gouvernement algérien plus compétent, plus proche de l'intérêt du pays à court, moyen, long terme. Alors, Farhat Aitali, on cite beaucoup donc, dans cette polémique sur la forme de coopération des Français qui n'investissent pas suffisamment en Algérie. IDE, on est d'accord sur le stock d'investissement. Eux répètent tout le temps leur argument. On est toujours le premier pays investisseur en Algérie par stock et par flux. Et on prend d'une année à l'autre parce que les autres ne sont pas au même niveau. Et ils citent toujours l'exemple le plus probant, c'est celui de la Chine qui est devenu un partenaire majeur sur le plan commercial. Une balance commerciale complètement déséquilibrée avec l'Algérie en faveur de la Chine, mais qui ne font pas d'investissement direct en Algérie. Ils disent, demandez plutôt aux Chinois d'investir à la hauteur de leurs intérêts en Algérie. On me l'a dit à la représentation avec commerçants à la Chambre. Pour M. Tebboua, vous ne dites pas ça aux Chinois. C'est bien facile de constater, de faire des constats a posteriori, alors qu'on a préparé le terrain a priori. Premièrement, les Chinois, pour qu'on ait une balance commerciale équilibrée avec eux, il faudrait déjà qu'on leur exporte quelque chose et qu'on puisse justement avoir assez de GNL ou de pétrole à leur exporter, alors que nous sommes piégés sur d'autres marchés où nous sommes devenus captifs. À 12 000 km. Deuxièmement, pour que les Chinois exportent moins vers nous, il faudrait que les importateurs algériens trouvent un intérêt quelconque dans des produits autres que chinois qui deviennent de plus en plus compétitifs en matière de rapport qualité-prix. Maintenant, pour ce qui est des investissements chinois, vous pensez sérieusement que les Chinois, s'ils trouvaient un terrain, l'Algérie est un hub pour l'Afrique, mais le port Al-Hamdaniya qu'ils voulaient financer intégralement eux-mêmes, sans intrusion, on s'est débrouillé pour leur introduire quelques oiseaux locaux. Donc, ce qu'on n'aurait pas fait, mais s'ils avaient voulu aller faire la même chose, mais ils ne vont pas quand même faire les oiseaux locaux, en l'occurrence, quelques autres. Ceci dit, c'est vrai que quand vous avez en face de vous des autochtones qui ne sont pas très proches de leurs intérêts, enfin du moins des intérêts du pays, et que vous vous débrouillez justement pour qu'ils le restent. On va dire quelques années a posteriori pour dire écoutez, vous voyez là, les autres ils sont pas venus. Et pourquoi ils sont pas venus les autres? Parce que dans une administration, le Chinois, il a le dossier Théo, ce dossier il crève là-bas, il risque pas de changer d'étage. Et vous le savez pertinemment. Je n'irai pas jusqu'à dire, vous l'avez suggéré, peut-être même éventuellement imposé, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais de là à penser qu'il y a anguille sous roche quand quelqu'un vous dit pourquoi vous ne dites pas ça aux autres, alors que lui, il profite justement de tous les défauts qu'il est censé critiquer chez nous. L'ambassadeur des États-Unis, il y a 3 jours, a fait une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il dit? On lui a posé la question, investissement. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il leur a dit, il n'y a pas de transparence dans les relations avec l'Algérie. Transparence, ça signifie quelque chose. Et il n'y a pas de stabilité dans les lois que vous faisiez, ce qu'on appelle le nomadisme juridique. Si vous n'avez pas de transparence, c'est-à-dire qu'on voit à qui on a affaire, comment les transactions se font, etc. Et si vous avez des lois qui changent, je viens d'apprendre qu'on est en train de revoir
Il y a même le ministre qui a déclaré la nouvelle loi sur les hydrocarbures est pratiquement prête. Hein? La loi sur les hydrocarbures, c'est devenu que la Constitution. Chaque fois qu'on a besoin de mettre quelqu'un, on change, et on revient et on repart. Mais les étrangers... Il y a un vrai problème, Mourad. Mais je sais qu'il y avait... Plus personne ne vient investir dans l'amont pétrolier algérien. Mais quand la dernière fois qu'elle a été réaménagée, c'est quand? C'était pas avec Chakib. Par Yousfi. Non. La dernière fois, c'est Yousfi qui a allégé certaines dispositions fiscales pour essayer de rendre attractif l'amont pétrolier. Ça n'a pas rendu attractif. Et là, la proposition de Chakib, tu te rappelles? Oui, il a fait un scandale. Non, mais ce qui est guignolesque dans cette histoire, pardon, la nouvelle loi. Juste l'idée, oui. Que c'est quand même l'ambassadeur des États-Unis, il vit ici, il regarde, etc. Il vous dit la transparence. Mais en termes diplomatiques, la transparence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un système mafieux. On ne sait pas comment les choses se font. Et la stabilité, c'est-à-dire que Management engage aujourd'hui sur un projet, sur la base d'une loi. Dès que je m'engage, hop, vous changez la loi. Mais est-ce qu'on a fait vraiment tout faux avec les Français? C'est pour mesurer un petit peu alors, est-ce qu'on a fait tout faux, notamment en leur cédant, durant les années Bouteflika, c'est ce qui fait d'ailleurs beaucoup dire que les intérêts français ont prospéré sous les années Bouteflika, un peu la gestion des principaux services. On leur a cédé l'eau d'Alger, CEAL, on leur a cédé pendant longtemps l'aéroport d'Alger, le nouveau terminal. Le suivant, on ne sait pas qui va le gérer, ADP, mais le contrat n'a pas été renouvelé il y a 2 ans. On leur a cédé le tramway et le métro d'Alger, on leur a cédé l'eau d'autres villes, Oran notamment. Et l'un dans l'autre, on se rend compte quand même que tout ce qui est en dehors service public, gestion des services, des utilités, c'est quand même les Français. En dehors de cette histoire. C'était un mauvais choix. Parce qu'on dit les services publics français sont bons. Tous les choix unilatéraux qui ont été faits en dehors d'un appel à la concurrence nationale et internationale sont de mauvais choix. Les 20 dernières années, nous sommes passés du fait du groupe au fait du prince. Et là réside le drame algérien, que ce soit dans le domaine économique ou dans d'autres domaines. De toute façon, nous sommes en train de voir un petit peu les bombes à fragmentation de toute cette gestion empirique. Ou d'autres cercles que la présidence se sont inscrits eux-mêmes dans la logique du fait du prince. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois moi des décrets exécutifs qui pratiquement, en les lisant, il ne manquait plus qu'à mettre le nom de la cible ou du bénéficiaire. Pour le détruire ou bien pour le favoriser? Ça dépend. Hein? À partir de là, on se rend compte que nous avons tous plus ou moins été contaminés à tous les étages de la décision par la logique du fait du prince. Évidemment, les Français en ont quasiment profité. Si ADP ou la CEAL avait trouvé accès à certains services publics algériens à travers un appel d'offres dans lequel auraient participé même les entreprises locales, il n'y a pas de problème que ce soit eux ou d'autres. Moi, je n'ai pas une relation passionnelle avec la France, ni de haine, ni d'amour, je ne sais pas, déraisonnable, qui n'a aucune raison d'être d'ailleurs. C'est un pays comme un autre. L'histoire commune, dans une réunion, j'ai dit on arrête. L'histoire commune, c'est pas beau à remonter dans le temps. Donc, il faudrait peut-être oublier ça. Qu'on voit ce pays-là comme un pays partenaire en face de la Méditerranée, qui évidemment recèle quelques millions d'Algériens, qui servent son économie tout autant qu'ils s'en servent. Ils ne sont pas en train de faire de la mendicité. Et ce pays-là, parmi ces Algériens, une bonne partie est française, de facto. Mais nous avons 2 siècles d'histoire commune, dans le sens où on peut continuer encore à profiter en dehors des règles générales du commerce. Alors, j'ai cité les filières d'activité où les Français ont été plutôt entre guillemets bien servis, je viens de les citer, c'est plutôt il y a Alstom aussi. Au lieu de l'acheter, on l'a ressuscité pour aller se servir et servir ailleurs. Elle nous a facturé tout ce qu'elle a facturé beaucoup plus cher qu'elle a fait chez les voisins. Entre guillemets, de faire un co-investissement à Naba pour co-investissement, c'est le même que nous, TMC et compagnie. Co-investissement pour ce qui est des tramways, ça risque pas d'aller très loin. Ça vole extrêmement bas au plan financier. Parce que Carnet de commande a baissé. Non, parce qu'Alstom, elle vient de retomber dans la même situation dont on l'a sauvée en 2007. Elle n'est pas très loin de la faillite. Et la meilleure partie de la somme a été vendue aux Américains.
A été vendu à General Electric. Alors la question c'est quand même les intérêts français sont restés en marge de ce qui a fait le gras des années Bouteflika, c'est-à-dire le plan de rattrapage dans les infrastructures. On ne peut pas ne pas le signaler. Je vais vous poser la question de savoir si c'est un choix algérien ou si c'est un choix français, mais autoroute Est-Ouest, les grands équipements, la mosquée d'Alger, l'aérogare de l'aéroport, peut-être qu'on aura le temps d'en dire un mot, etc. Les Français sont restés en dehors. Le programme de l'habitat... Dans les réalisations, oui. Question, je peux pas me tromper, non, dans les réalisations, oui, mais dans les services. Le gros des bureaux d'études qui ont piloté des opérations qui se sont avérées en partie foireuses, et les Français, y compris la mosquée. Donc, il faut voir la balance des services. Et la plupart des ministères algériens... On ne parle pas de société française dans la réalisation, mais elle se tient derrière. Oui, mais quand on a un micro qui vous fait gagner quelques 30-40 millions de dollars... Dans la mosquée d'Alger, c'est allemand, c'est tuniso-allemand. Non, je sais, les Allemands, ils ont quitté les lieux. C'est eux qui avaient été retenus les premiers. Oui, mais ils ont été retenus, même qui que c'est pas comme ça qu'on travaille. Qui les a remplacés? Quand les Allemands contestent le suivi, contestent pratiquement le cheminement d'un projet, la logique voudrait que les Français, qui ne sont pas les derniers en la matière aussi, ne se pointent pas pour dire les Allemands ont tort. Donc à partir du moment où on se pointe, l'essentiel étant d'avoir les marchés, le jour où on pointera la balance des services, étude par étude, suivi par... Et ceux qui disent que les Algériens préfèrent travailler avec les Chinois parce que les Chinois sont moins regardants sur la corruption, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gouvernement chinois autonome ou une justice surtout. Voilà, l'affaire Saipem, quand on prend des pots de vin chez des Européens, il y a toujours le risque qu'il y ait un juge qui va traquer cette transaction et qui va vous dire vous avez touché un pot de vin, notamment parce que vous avez reversé. Il y a des rétrocommissions qui sont revenues en France ou en Italie, c'était le cas avec Saipem. Est-ce que c'est pas aussi cela? Est-ce que c'est pas, les Français le disent, le caractère un peu plus vertueux du système français qui fait qu'on a travaillé moins avec eux pour les équipements? Non, pardon. Parce que tout l'argent, il a servi à acheter des appartements à part. Absolument. Oui, ça c'est... Ça c'est l'avantage de l'état de droit. J'ai été quand même dans une institution financière qui garantissait les crédits immobiliers. Donc je connais un peu le secteur. Lorsque le mètre carré construit, on a 13 000, 14 000 dinars. Jusqu'à 16 000 maximum. Jusqu'à 16 000 maximum. Hein? Les premiers Européens, je ne parle même pas des Français, ils étaient à 30 000. Les premiers Européens dans les entreprises françaises... Même les Portugais. Même les Portugais. Les premiers Européens étaient à 30 000. Donc, on croit aux appels d'offres, on croit à la concurrence, etc., etc. C'est une chose. Maintenant, si on enlève tout ça et on va dire, je vous donne à vous les Français de me faire 1 million de logements, rappelle-toi, c'était la rubrique, c'était le slogan, 1 million de logements en 5 ans du mandat. On n'a même pas fait 700 000. Mais allez, ça c'est... Donc, il faut rester dans les évidences économiques et financières. Les Chinois ont pris le marché algérien, ils sont rentrés d'abord, ils ont fait du dumping. Alors, effectivement, entre l'Intaya, c'est vrai qu'ils sont mal payés, qu'ils acceptent d'être mal payés, expatriés, ils vivent comme Smat, etc., ce qu'un Européen ne pourrait jamais accepter. Bon, mais ça, le problème n'est pas là. Moi, je fais 100 000 logements, ou 200 000 logements, je fais un appel d'offres et je vois les meilleurs. Alors, relation qualité-prix. Les Turcs, par exemple, aussi, ont pris beaucoup de marchés. Hein? Alors, bon, tu vas me dire que les Turcs, c'est pas les Européens. On va dire donc c'est les appels d'offres qui ont exclu de facto les entreprises françaises qui étaient trop chères. Ils n'ont même pas soumissionné. Ils ne sont pas soumissionnés. Très bien. Messieurs, en conclusion de cette discussion, est-ce que vous diriez que si la tension consulaire, politique, politicienne, on peut l'appeler comme on veut, devait s'aggraver dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, notamment à cause de l'enjeu du 5e mandat, est-ce que le président Macron va accepter, soutenir, fermer les yeux, un mandat supplémentaire ou pas? Est-ce qu'il y a des moyens de représailles, pour aller au bout de ma question quand même, Farhad, est-ce qu'il y a des moyens de représailles, entre guillemets, économiques, algériens sur la France? On a eu l'impression que le blé pouvait en être un, vous dites que non. Tu as le chic pour répondre à tes questions. Oui. Voilà. Et il se trouve que, premièrement, si on parle de crise, on y inclut en l'histoire du 5e mandat. Moi, personnellement, je ne suis pas partant ni pour le 5e, ni pour un autre mandat, ni avec ce système dans sa logique actuelle. Ceci dit, je ne vois pas pourquoi Macron aurait un rôle à jouer
dans l'histoire du 5e mandat, pourquoi il pourrait se donner le droit d'avoir un rôle à jouer, positif ou négatif, pour ou contre, protecteur ou détracteur? La logique aurait voulu que si la France était un pays normal, même dans notre esprit, on ne la citerait même pas dans notre cuisine interne. Maintenant, si c'est le cas, ce qui reste à vérifier, que la France s'implique dans cette cuisine, quels sont les moyens de rétorsion? Donc ce n'est plus les moyens de rétorsion d'une nation, c'est les moyens de rétorsion d'un système. Parce que si il se trouve que un pays donné peut s'impliquer dans la gouvernance et dans le choix des gouvernants d'un autre pays, on ne peut plus parler d'une nation face à une autre, on parle d'un système face à une gouvernance qui représente une nation. Bon, ne soyons pas dupes. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la France n'a pas beaucoup de moyens d'intervenir. Bon, je passe mon temps à le dire. Mais je passe mon temps à le dire. Mais on évoque ce cas de figure d'une influence. Bon, Alger peut réclamer. Alger a fait une opération avec Merkel. On a ramené Merkel, on l'a impliqué dans un montage qui est tout à fait honteux. Elle a fait semblant de parler à un président qui ne parlait pas, etc. Elle avait un bénéfice dans cette opération-là vis-à-vis de sa politique intérieure. Alger avait un bénéfice de dire on a un président qui est l'interlocuteur des grands du monde. Tu as posé la question et tu as répondu. À partir du moment où les intérêts français sont garantis et consolidés, personne, ni les Allemands, ni les Américains, ni rien du tout, ne vont interférer sur quoi que ce soit. Or, c'est le cas. On est en train de dire depuis maintenant une heure que les relations économiques et financières sont en expansion, etc. Et que ce qu'on appelle les petites tensions de ce type, etc. En expansion, non. En expansion, si. Si j'ai bien compris. En expansion, si. Vous savez combien il y a d'étudiants algériens en France? Oui, c'est un index, 5000 par an qui montait. Ah, écoute. Non, mais cette année, ça s'est freiné. C'est tout. Cette année, justement, on parle des éléments de tension. Cette année, ça c'est le taux de refus des bourses, des inscriptions est devenu des visas suite à des inscriptions est devenu astronomique. Voilà, c'est une des sources de la tension. On peut dire que c'est une mesure de rétorsion pour les intérêts économiques touchés, parce que je ne pense pas que les gouvernants français pourraient répondre même à une provocation verbale ou même à une crise vraiment politique majeure avec les gouvernants algériens. Eux, ils sont mercantiles. Depuis les années 80, depuis le décès du général de Gaulle, ou même les derniers à la droite terme, qui avaient quand même une vision colonialiste, mais quand même qui avait ses propres principes, sa ligne de conduite. Les autres, c'est des marchands d'aspirateurs. L'essentiel, c'est qu'ils trouvent un intérêt. Donc, si par malheur, maintenant, eux, mercantiles, réclament des dividendes économiques et que on donne des dividendes économiques moyennant des compréhensions politiques et politiciennes, là, je parle de l'Algérie en tant que nation, c'est là que nous sommes mal barrés. Déjà que la situation n'est pas brillante au plan économique. Si on continue maintenant à payer le droit de continuer à exister selon ce schéma de gouvernance, là, c'est très grave. Mais si les Français devaient être un peu plus sages, je parle des gouvernants, et penser que l'avenir des relations entre les deux pays consiste à ce que on ne cherche pas à gratter le maximum en vendant des chimères. Alors ce modèle, je voulais te faire réagir sur ce modèle qui vient de décrire de manière imagée Farhat Aït-Ali. Garantir des dividendes français en Algérie en matière d'économie en échange d'une compréhension politique. La compréhension politique, c'est sûrement pas la question du Sahara occidental. Les Français n'ont jamais changé de position là-dessus. C'est pas des questions bilatérales d'un autre. C'est en définitive, si on devait rester un peu pessimiste, c'est surtout de fermer les yeux sur on va dire le trafic, la remontée de l'argent, les acquis, le patrimoine de la nomenclature algérienne en France. On se rend compte qu'à chaque fois et au-delà, parce qu'on se rend compte que même le président se soigne en France, c'est de ce côté-là qu'on serait tenu. Le gouvernement, que les systèmes algériens seraient tenus. Je suis dans un think tank algéro-français, avec d'autres collègues, des politiques, enfin Sciences Po, etc. Les Français disent la chose suivante: si on déstabilise l'Algérie, comme il fut un temps, nous aurons un impact important à subir. Donc, l'intérêt numéro 1 pour la France, c'est la stabilité et la prospérité de l'Algérie. Bon, alors, vous pouvez me dire que ce sont des mots. Non, ce ne sont pas des mots. Ce ne sont pas des mots. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'allons pas faire les choses à votre place.
Nous n'allons pas voter à votre place, nous n'allons pas choisir à votre place, etc., etc. De toute façon, ils ne pourraient pas. Enfin, ils pourraient pas. Les Américains, quand il y a un président latino-américain qui ne lui plaît pas, ils le tuent. Mais je fais toucher à Allende, mais je fais toucher à Venezuela. Non, ça fait... C'est les années 70. On n'est pas dans ce... Ah bon? On n'est pas dans cette situation. Au Moyen-Orient, en Irak. Cuba est resté à côté des États-Unis jusqu'à la mort de Castro. Chavez est resté jusqu'à sa mort, etc. Mais Cuba a eu un embargo jusqu'à. Oui, mais on n'y est pas. Donc, ils ont des moyens et ils les utilisent d'une manière ostentatoire. Bon, donc, mais allez, on n'est pas. Mais il est évident que si. Comme j'ai dit, ils ne feront pas les choses à notre place, mais ils vont te dire, voilà ce qui serait bien que vous fassiez. Ma question, ce n'était pas celle-là, Mourad. Ma question, c'était est-ce que le talon d'Achille dans la relation Algérie-France, c'est l'affairisme de la nomenclature, des généraux algériens, de Ammar Saïdani, de la famille présidentielle, qui a des intérêts. Enfin, ma question est très précise. Est-ce que c'est pas le patrimoine du 16e, du 8e qui est... Attendez, je vais la poser la question. Est-ce que c'est pas ça le principal talent d'Achille? Non, le talent d'Achille, justement, des gouvernants de tous les pays du tiers-monde, c'est d'aller justement là où c'est le plus dangereux pour planter leurs pénates. Là, quelque part, un GPS déréglé, parce qu'on n'a pas idée d'aller acheter des biens ou placer des fonds dans le pays qui représente la plus grande menace et le plus grand chantage politique au système existant lui-même. Donc, qui est à l'origine de sa genèse et qui peut y mettre fin d'une manière ou d'une autre, non pas par intrusion directe, mais il peut activer. Il a quand même, la France a un point fort que n'ont pas tous les autres pays du monde. Ils ont quelques millions d'Algériens là-bas qui représentent un risque potentiel aussi bien pour eux que pour le système en place. Ça dépend comment ça pourrait s'activer en cas de mauvaise surprise. Et les mauvaises surprises, les Français maintenant, ils ont appris à les gérer a priori avec l'histoire de Ben Ali. Personne ne pensait avant décembre 2010 que le copain Ben Ali allait tomber en une semaine. Après, ils se sont retrouvés devant une situation où ils ne savaient pas s'ils devaient continuer avec les Tunisiens une démarche dans laquelle lui est exclu ou bien rester fidèle à un ami pour rassurer les autres. Et des ministres ont été impliqués directement dans le ministre de la Défense, Ali Omari. Je voudrais juste, pour peut-être... On va finir, oui. Voilà. La corruption a obligatoirement deux acteurs. Le corrupteur et le corrompu. Donc lorsqu'on dit qu'en Algérie, il y a des gens corrompus, où est le deuxième acteur? Souvent, c'est les Chinois ces dernières années. Mais allez, ou Italiens. Mais qui a dit que c'était des Chinois? Ce sont des intérêts multinationaux. Mais l'autoroute Est-Ouest, moi, le dossier que j'ai vu... C'est le Parlement chinois. On a fait ça, on a 197 millions d'euros qui ont été chez donc c'est bien ce que je dis. Oui, mais... Il faut, quand tu dis nous sommes... En Algérie, il y a des gens corrompus. Il faut que tu dises aussi que c'est corrompu en France. Je crois que vous avez répondu. Mais pour répondre à ta question. Le talent d'Achille de la relation Algérie-France, si on creuse et au bout de la discussion on la termine, c'est parce que du temps de Boumediene, il y avait aussi des corrompus, mais moi je me rappelle à l'époque, ça allait plutôt en Suisse. Non. À l'époque, ça allait plutôt en Suisse. On a aujourd'hui le sentiment, 40 ans après, qu'on s'est décomplexé et la nomenclature algérienne place de l'argent mal acquis en France. On ne s'est pas décomplexé, c'est le niveau qui a baissé. Parce que comme le gros de la troupe, c'est des néophytes, parce que à l'époque de Boumediene, il y avait quelques chats qui étaient au courant tu achètes un hôtel à Barcelone, ils avaient des techniques. D'une manière ostentatoire. Ils avaient des techniques. Aujourd'hui, on a des milliers. Qu'est-ce qu'a dit Saïdani quand il a acheté un appartement à ses enfants? قالوا له كيفاش هكذا؟ قالوا ماني شفت توفيق. On n'a pas été gouverneur de la Banque d'Algérie. À Paris, le seul immeuble habité qui appartenait à l'État algérien, d'ailleurs habité par des responsables algériens à Paris, jusqu'à présent d'ailleurs d'ex-responsables, c'était l'immeuble de la Répal, qui est devenu son attraque, mais c'était pas le fruit d'une corruption. Ils se sont partagés un bien national. Évidemment, avec certainement des accords ici, mais ce n'est pas de l'argent qu'ils ont pris ici pour aller acheter. Mais après, maintenant, nous avons une clientèle politique.
une clientèle mercantile, commerciale, de faux industriels, des entrepreneurs bizarres et tout. Tout ce bon monde-là, manifestement, il a un rétrécissement de son horizon intellectuel géographique. Parce que je suis curieux, moi j'ai fait le tour de ces régions-là, je suis curieux, quelqu'un qui a vu l'île de Capri, il a habiriyah, وش ده وين يضرب بعمو والله يروح على كل كيلومتر de Barbès. لا اضرب بواسع صاحبي. خبيروا في جهه اخرى. Mes amis, Frère Itali, Mourad Goumiri, merci beaucoup d'avoir animé avec moi ce café des experts échos de cette semaine. À dans 2 lundis. D'ici là, portez-vous bien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.